On pense souvent qu'être une bonne personne, c'est une sorte de bouclier, une garantie de sécurité. Mais et si cette idée était complètement fausse, voire carrément dangereuse? Et si la bonté, cette vertu qu'on nous apprend à célébrer, pouvait en fait se retourner contre nous? Voilà la question un peu provocante qui est au cœur de notre analyse aujourd'hui. Une interrogation qui vient bousculer une de nos croyances les plus profondes. Et attention, cette idée n'est pas nouvelle du tout. Il y a plus de 500 ans, un certain Nicolas Machiavel l'a écrite noir sur blanc. En observant son époque, il a vu des dirigeants bienveillants se faire renverser et des gens généreux se faire trahir, souvent par ceux-là même qu'ils avaient aidés. Il a compris quelque chose de fondamental sur la nature humaine. Bon, alors plongeons dans le vif du sujet. Le premier point à comprendre, c'est que la bonté, quand elle est aveugle, quand elle n'a pas de stratégie, eh bien elle ne protège pas. C'est même tout le contraire. Elle nous expose à l'exploitation. Réfléchissons un instant, juste une seconde, à nos propres expériences. Est-ce que la personne la plus gentille qu'on connaisse est vraiment la plus respectée ou est-ce que c'est plutôt la personne qu'on appelle toujours en cas de besoin, sans forcément lui renvoyer l'ascenseur? Le problème, c'est qu'en étant toujours gentil, on devient prévisible. Les autres savent qu'on ne dira jamais non, qu'on ne posera pas de limites. Et très vite, cette gentillesse, elle n'est plus vue comme une force, comme du leadership, mais plutôt comme de la servitude. On devient en quelque sorte le paillasson sur lequel tout le monde s'essuie les pieds. Et c'est là que Machiavel nous donne une image parfaite. Il dit qu'il ne suffit pas d'être fort comme un lion. Il faut aussi être rusé comme un renard. La bonté seule, sans la ruse pour déceler les pièges et la force pour intimider les prédateurs, eh bien, ça ne suffit tout simplement pas pour survivre. Ok, alors maintenant, allons voir un peu la psychologie qui se cache derrière tout ça. Comment la générosité peut, petit à petit, se retourner contre la personne qui donne. C'est un mécanisme très subtil mais incroyablement puissant. Le concept clé ici s'appelle l'adaptation hédonique. C'est une tendance tout à fait humaine. On s'habitue très vite aux bonnes choses. Ce qui était au début un cadeau exceptionnel devient rapidement la nouvelle norme, quelque chose qu'on attend. Et c'est précisément là que le piège se referme. Et ce processus, il est presque mathématique. Il se déroule en 4 étapes. D'abord, la reconnaissance. La gratitude est sincère. Puis, l'appréciation, qui commence déjà à diminuer. Ensuite, vient l'attente. L'aide n'est plus une surprise, elle est attendue. Et enfin, la dernière étape, le droit acquis. Si l'aide s'arrête, ce n'est plus une déception. C'est vécu comme une injustice, une trahison. Encore une fois, Machiavel avait vu juste. C'est comme tout, la rareté crée de la valeur, même pour la bonté. En donnant de manière plus calculée, plus progressive, chaque action conserve son impact. L'abondance, au contraire, finit par en détruire la valeur. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il faut devenir méchant, cynique? Pas du tout. L'idée, c'est de passer d'une bonté passive, un peu naïve, à une bonté active et stratégique, de transformer cette faiblesse potentielle en un véritable atout. Regardons bien cette comparaison, parce qu'elle est vraiment cruciale. D'un côté, la bonté aveugle qui réagit, qui dit oui à tout, qui donne jusqu'à s'épuiser en espérant être appréciée. De l'autre, la bonté stratégique, qui est intentionnelle. Elle choisit ses combats, elle préserve son énergie, elle dit non souvent pour que ses oui aient un poids immense. Et le résultat, c'est qu'elle ne suscite pas seulement de l'affection, elle commande le respect. En fait, il faut commencer à voir ses propres ressources, son temps, son énergie, sa disponibilité, comme un capital. Ce n'est pas une source inépuisable. Chaque fois qu'on dit oui, ça a un coût. Ce n'est pas de l'égoïsme de penser comme ça, c'est juste de la logique. L'analogie de l'avion est parfaite pour ça. On nous dit toujours de mettre notre propre masque à oxygène avant d'aider les autres. Pourquoi ? C'est simple. Quelqu'un qui s'évanouit ne peut aider personne. C'est la même chose dans la vie. Si on s'épuise pour les autres, on finit par devenir un poids au lieu d'être un soutien. Et ça nous amène à un point final, et c'est peut-être le plus important de tous. Le monde, au final, ne nous juge pas sur nos intentions, mais sur nos résultats. C'est un peu dur à entendre, c'est vrai, mais c'est une vérité indéniable. Avoir le cœur le plus pur du monde ne sert à rien si les actions ne mènent à rien de concret. L'histoire ne se souvient pas des gens qui voulaient bien faire, elle se souvient de ceux qui ont fait. Et pour ça, il faut comprendre la différence énorme qu'il y a entre être gentil et être bon. Les personnes gentilles, leur objectif principal, c'est d'être aimées. Elles évitent le conflit, elles disent ce que les gens veulent entendre. Résultat, elles maintiennent le statu quo. Les personnes bonnes, elles, cherchent à être efficaces. Elles n'ont pas peur de gérer un conflit ou de dire une vérité qui dérange si c'est pour créer un vrai changement positif. Ah, la fameuse phrase de Machiavel, « La fin justifie les moyens », souvent très mal interprétée. On peut la voir autrement. La valeur d'une action se mesure à son résultat.
De bonnes intentions qui mènent à un désastre n'ont absolument aucune valeur. Les gens ne vivent pas avec nos intentions, ils vivent avec les conséquences de nos actes. Au final, le point fondamental, c'est ça. On ne peut pas avoir un impact positif sur le monde si on ne survit pas assez longtemps pour le faire. Il faut d'abord être assez fort pour se protéger soi-même. C'est cette force qui, ensuite, donne le pouvoir de protéger les autres et d'être vraiment bon au moment où ça compte le plus. La faiblesse, même avec les meilleures intentions du monde, ne fait que créer plus de victimes. Donc pour conclure, on en revient à notre question de départ. Alors, la bonté, faiblesse ou pouvoir? Après cette analyse, il semble clair que la bonté sans stratégie, c'est un piège. Mais la bonté utilisée avec intelligence, avec force, devient peut-être notre plus grande arme. Le choix, finalement, nous appartient.